Pierre Bourdieu, vous n'avez jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées? Du point de vue d'une sociologie explicative, enfin qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. C'est-à-dire, c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession, etc. Donc c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Dans toute l'histoire, toute la tradition intellectuelle, les historiens en particulier, on s'est intéressé à ce que j'appelle les stratégies de reproduction, c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité. L'exemple par excellence étant les stratégies successorales, mais il y a aussi les stratégies matrimoniales, comment on se marie, le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement, mais aussi de reproduire les homogénéités, les différences sociales, etc. Voilà. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Oui. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patent qui est l'inégalité des chances oui, à l'intérieur du système? Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. Enfin, maintenant, on connaît ces choses-là très bien. Bon, alors, ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, enfin, bon, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire, d'une part, et comment ça s'explique. Bon, donc, moi, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Alors, par exemple, on peut aller très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des manières de travailler, par exemple, c'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Alors là, je prends un exemple simple, qui est celui des techniques de travail, par exemple. Je pense que un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, par exemple, outre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, outre le fait qu'ils ont une attitude un rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail dans le temps. Oh, laisse tomber ça,
fais plutôt ça maintenant, alors là tu ferais mieux d'aller jouer au foot, t'es trop fatigué, ou bien fais d'abord ça puis feras ça après, etc. Bon, ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, enfin, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. C'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce que il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... par méconnaissance. Par méconnaissance, parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque. Donc on en vient à exiger l'école elle-même en vient à exiger du non scolaire. Voilà. Alors c'est un des paradoxes extraordinaires. Bon, j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais consacré à l'éducation. C'est cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense. Un professeur écrivant dans une marge scolaire. Scolaire, évidemment, étant péjoratif. Bon, ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet. Il demande autre chose. Il ne se contente pas de... Voilà. Et est-ce que ce système de classement appréciatif selon les catégories doués, sérieux, faibles, ne sont pas finalement assez significatifs eux aussi? Oui. Sociologiquement parlant. Oui, je pense. Là, j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard, une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations, des copies, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers des qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité. Bon, c'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui est réel, dans une marge de copie de philosophie, il y avait une fois servile. Bon, il se trouve que la fille en question était fille de femme de ménage. Bon, évidemment, le professeur n'a absolument pas conscience. Bon, ce sont des lapsus. Absolument. C'était l'équivalent des lapsus freudiens. Alors, il ne s'agit pas de le condamner. Il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse. C'est des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels. Et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie, dès le moment où on ignore qu'elles sont socialement produites, bon, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, historique, celui de la famille, celui de l'école, etc., bon, bah, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Bon, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça, contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qu'exige le système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Bon, il y aurait un recours, ça voudrait dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tout sans avoir rien appris. Entendez, la philosophie du don est une philosophie foncièrement aristocratique qui inscrit dans la nature biologique des capacités socialement acquises. Celui qui ne les a pas n'y peut rien, et celui qui les a peut se les attribuer. Les deux choses étant également dangereuses.
Donc nous avons un système qui dissimule activement une bonne partie de ces structures. Oui, alors le problème, je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce que on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin qu'il y a une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits même de sociologues que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, aboutit au fait qu'un certain type d'enfants, par au hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des adversaires apparents. Et du coup, les réformes, en particulier du système scolaire, sont presque toujours ratées parce qu'on cherche des responsables, on cherche des coupables. Alors, c'est la faute au prof, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute, etc. C'est pas en termes de faute et de culpabilité. Il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité. À un physicien, on attribue volontiers une connaissance qu'on ne possède pas. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose dans l'ordre de la sociologie? Est-ce qu'il n'y a pas une sociologie spontanée qui précisément fait obstacle à la sociologie savante? Oui, malheureusement, Durkheim le disait déjà, les sociologues doivent compter avec cette idée très répandue que la sociologie est à la portée de tout le monde. Et je pense effectivement que les agents sociaux ont une maîtrise du monde social qui leur permet de se débrouiller dans la vie, de même que nous savons nous promener dans une ville, nous savons prendre les clous, arrêter au feu, etc. Nous avons l'équivalent, nous avons un sens pratique du monde social, une connaissance pratique des régularités et même des règles. Mais ce qui n'est pas donné sur le mode de la science infuse, c'est la maîtrise savante des régularités et des règles du monde social et la maîtrise savante de la maîtrise pratique. Et ce qui fait que nous sommes sans arrêt en difficulté parce que nous nous heurtons à la fois en nous-mêmes et dans nos interlocuteurs, lorsque nous essayons de communiquer les résultats de nos travaux, à cette conviction que chaque homme est sociologue. Mais grâce à Dieu, j'allais dire, dans les sciences de la nature, la coupure épistémologique dont parlait Bachelard s'est instituée en coupure sociale. Et au fond, on accorde malgré tout au physicien qu'il a une espèce de monopole de fait, c'est-à-dire non pas un monopole d'autorité, mais le monopole de certaines opérations. De même pour nous, nous faisons des choses avec des instruments, etc. Et c'est au nom de ce travail que nous revendiquons, le droit, dans certains cas, de savoir mieux que le premier venu. Oui. Et alors, il y aurait, au fond, au départ du travail de sociologue, une idée importante qui serait un principe de non-conscience. Cette idée que finalement il faut aller radicalement au-delà de la conscience des agents sociaux si on veut trouver l'explication du monde social. Oui, je pense. Nous avons dans la tête
des catégories de pensée, des catégories de perception, des principes d'évaluation, bon, qui sont devenus les structures même de notre cerveau. Quand on explique Kant, souvent les professeurs de philosophie,